Bonjour à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'actualité du marché car on vient de vivre une semaine de forte volatilité en bourse. Alors dans la première partie, on va parler de l'historique des cracks en bourse pour voir où on se situe par rapport aux précédents connus. Et dans la deuxième partie, je vous partage ma vision sur le marché et l'économie. Alors ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais je pense qu'elle va être assez intéressante. Dans tous les cas, vous avez le sommaire si vous souhaitez naviguer dans la vidéo. Comme d'habitude, vous le trouverez dans la description. Donc si on passe sur mon écran, tout d'abord, on voit que le S&P 500, donc on est officiellement rentré dans un marché baissier, on a baissé de plus de 20%. On est aussi sous les moyennes mobiles. Donc voilà, tous les indicateurs montrent qu'on est en marché baissier, de même le RSI. Si on va voir le Nasdaq, c'est encore pire. On est à moins de 32% par rapport aux anciens plus hauts. Et pareil, on est sous les moyennes mobiles. Donc d'un point de vue indicateur, pareil, le RSI, on est clairement dans des marchés baissiers. Alors ce que je voulais vous montrer dans cette première partie, c'est historiquement les différents crashs qu'on a eus. Donc si on regarde en moyenne un marché haussier dure environ 6,6 années pour un retour moyen de plus de 300%, là on est à 339%, et les marchés baissiers par contre ils durent en moyenne 1,3 années pour une baisse moyenne de moins 38%. Donc clairement déjà on se rend compte que historiquement les marchés haussiers sont clairement prédominants sur les marchés baissiers et c'est bien normal, c'est aussi pour ça que sur le très long terme, les graphiques du S&P 500 ou du Nasdaq par exemple ne font que monter, sachant qu'ici on est sur la performance historique du S&P 500. Et donc, si on regarde par rapport où on en est actuellement, et bien clairement, on a encore de la marge, ça veut dire. Puisque le S&P 500, on vient de dire qu'il était en baisse de 23%, et on voit que historiquement, il faut en général plus d'un an pour atteindre au total une baisse de moins 38%, on parle ici de moyenne. Alors évidemment, ça peut durer plus ou moins longtemps. On a l'exemple de mars 2020 où c'est allé très vite, et puis on a d'autres exemples beaucoup plus longs. On a par exemple la crise de 2007, 2008, 2009 qui a duré plus d'un an pour une baisse totale de moins 50%. On a la bulle Internet qui a duré plus de 2 ans, on voit ici, avec une baisse de moins 44% sur le S&P 500, et donc on peut continuer, elles sont plus ou moins longues. Mais on voit que en moyenne, et d'ailleurs c'est pas du tout étonnant, on a encore largement de la marge à la baisse. Ce que je voulais aussi vous montrer dans ce sens-là, c'est que le S&P 500, si on regarde les forward PE, on voit qu'actuellement, on est clairement beaucoup redescendu. Vous voyez, on était au plus haut à plus de 22. Aujourd'hui, on est repassé entre 15 et 16, ce qui est plus raisonnable. Cependant, on n'est clairement pas encore au niveau de mars 2020 où on voit on est descendu à 13 et on est clairement non plus pas au niveau de 2008 où vous voyez qu'on est descendu sous les 10. Donc on a encore de la marge à la baisse et d'ailleurs je pense sincèrement qu'on pourrait encore baisser, on va en parler un petit peu plus tard. Cependant je tiens aussi à vous montrer que sur les petites et moyennes entreprises, là pour le coup on est vraiment bas et d'ailleurs si vous regardez les actions, vous remarquez qu'il y a pas mal d'actions qui ont énormément baissé depuis quelques mois et qui sont des petites et moyennes entreprises, donc du 500 millions à on va dire 5-10 milliards, qui ont déjà énormément baissé et là ça fait un mois et demi qu'elles sont à un niveau très bas et elles descendent pas forcément plus. Alors je vous montre tous ces graphiques, mais évidemment, attention, la performance passée, ça ne va pas prédire la performance future. On n'est jamais à l'abri d'un événement catastrophique qui ferait que ça baisserait plus, ou à l'abri d'une bonne nouvelle qui fait que ça repartirait à la bourse. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que même en tant qu'investisseur sur le très long terme, nous devons toujours utiliser de l'argent dont nous n'avons pas besoin, car il y a toujours un risque de perte en capital. Et évidemment qu'on pourrait avoir une très longue baisse. Donc évidemment que quand on dit il ne faut pas investir de l'argent dont on n'a pas besoin de suite, et bien là on le retrouve parfaitement. Parce que évidemment une personne qui aurait besoin de cet argent, ils vont se retrouver dans une situation où ils doivent vendre à la baisse. Donc encore une fois, je tiens toujours à le rappeler, prudence avec l'investissement, surtout il faut à mon avis avoir une vision très long terme. Ce que je voulais aussi vous rappeler, c'est que la tentation d'aller vendre au bout de 6 mois, elle va totalement en contradiction avec une vision à 10 ans et plus. Et dans ce cas, c'est du trading, j'ai aucun problème avec ça évidemment, mais il faut appeler un chat et ce n'est pas de l'investissement si on investit pour 6 mois et qu'au bout de 6 mois, on fait la girouette et puis on veut vendre. En tout cas, à mon avis, et évidemment, vous prenez vos propres décisions. Si vous investissez avec l'idée de conserver une entreprise ou un ETF, par exemple S&P 500, sur du 5 ans, 10 ans ou plus, eh bien l'idée de vendre, elle ne devrait même pas vous traverser l'esprit. Et si elle vous traverse l'esprit, c'est peut-être que vous avez investi trop ou sur les actifs trop risqués, et évidemment, il va falloir travailler sur ses émotions et revenir sur sa stratégie de départ, se souvenir de ce qu'on s'était dit, tout simplement pour ne pas paniquer, pour ne pas vendre. Et d'ailleurs, honnêtement, je suis toujours impressionné et je suis vraiment passionné par cette psychologie de l'investissement. Par exemple, je prenais l'exemple d'une action comme Google, je vais vous la retrouver sur le graphique. C'est une action qui actuellement est beaucoup moins chère qu'à l'époque, et pourtant, il n'y a pas grand monde qui veut l'acheter puisqu'elle est en baisse, donc c'est l'offre et la demande. Si elle baisse, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, alors que clairement pour moi, elle est à un prix super intéressant et je suis en train de l'acheter. Alors après, évidemment, ça c'est que mon avis, n'allez pas l'acheter sans avoir réfléchi sur pourquoi vous voulez l'acheter. Et du coup, ce qui est impressionnant dans cette psychologie, c'est que
Quand l'action elle était au plus haut, et ben, il y avait des acheteurs. Et par contre, quand l'action ben, elle a vachement baissé, et ben, il n'y a plus d'acheteurs. Et ça, c'est clairement de la psychologie. Mais au final, si on pense sur le long terme, et comme le dit souvent Benjamin Graham, plutôt comme il le disait dans ses livres, si votre horizon il est de 10 ans, 20 ans et plus, et ben, c'est une opportunité d'avoir une baisse du marché. Ce n'est en aucun cas un problème à partir du moment où vous investissez sur les entreprises que vous comprenez et dans lesquelles vous croyez sur le long terme, ou alors si vous investissez sur une économie via un ETF par exemple comme le S&P 500 ou comme d'autres ETF. Mais bon, au final, rien d'étonnant, on sait que les marchés sont complètement contrôlés par la peur et les émotions sur le court terme, et que sur le long terme, on reviendra aux fondamentaux sur les entreprises de qualité ou sur les ETF qui vont eux-mêmes trier les entreprises de qualité. Donc voilà, rien d'étonnant, mais je tenais à l'évoquer parce qu'au final, ce qu'on est en train de vivre, c'est une sacrée expérience. Il faut bien se rendre compte que c'est pas un petit crash. Quand on est à moins 32-33% sur le Nasdaq en quelques mois, en 5 mois d'ailleurs, je crois de souvenir, ça a dû commencer, vous voyez, en décembre en gros. Donc quand on voit qu'on est sur une longue baisse, on est clairement peut-être sur un scénario d'ici qui va durer plus d'un an pour baisser à moins 50%. Et donc ça va être une expérience incroyable, on va tous le vivre. Et de toute façon, dans le futur, on vivra d'autres crashs et d'autres récessions si on investit sur le long terme. Donc rien d'étonnant, il n'y a pas de raison de paniquer à mon avis. Très bien, je propose maintenant de passer à la deuxième partie sur l'actualité du marché. Et que je commencerai en disant que même si c'est une passion pour moi que de parler d'économie et de l'état du marché sur le court terme, eh bien cela, ça ne change rien à ma vision long terme. Et je ne vais pas essayer de trouver le point le plus bas du marché ou encore de tout vendre pour attendre des jours meilleurs. On va avoir des récessions et pas qu'une certainement tout au long de notre vie, mais personne ne peut se prédire quand elles auront lieu. Donc au final, ça ne sert à rien d'essayer de les prédire. Et encore une fois, c'est mon avis. Évidemment, si vous voulez faire du trading, c'est une autre histoire. D'ailleurs, en essayant de prédire ce que le marché va faire, rappelez-vous de mars 2020 et à quelle vitesse le marché est reparti à la hausse. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient vu venir à l'époque, du moins c'est mon avis. Très bien, donc maintenant passons au point que je voulais vous montrer sur l'économie. Alors tout d'abord, je tenais à vous parler du pétrole. Donc on voit qu'on est toujours largement au-dessus des 100 dollars. Et ça, pour moi, de façon générale, c'est un problème pour l'économie et c'est clairement quelque chose qui peut créer une récession. Tout simplement parce que la majorité des entreprises, elles ont les coûts qui augmentent quand le pétrole augmente. Il y a peu de business où on ne dépend pas fortement du prix du pétrole. Dans la majorité de l'industrie, dans les transports, dans tout ce qui est alimentaire, les consumer discretionaries, les consumer staples, etc., clairement on dépend du pétrole. Et généralement un pétrole élevé veut dire que les marges vont clairement baisser dans les business, et donc ça peut impliquer une récession, puisque tout simplement les entreprises, elles vont moins vendre puisque le prix augmente, les gens ont moins de pouvoir d'achat, et aussi elles peuvent décider de réduire leurs coûts, donc peut-être des licenciements, peut-être qu'on arrête les recrutements, etc. Donc clairement pour moi c'est un très mauvais signe. Évidemment je crie pas au loup comme je vous le disais juste avant, ça ne veut pas dire que j'arrête d'investir, on en parlera plus tard, mais voilà, clairement ce n'est pas du tout rassurant, et il faut espérer que le pétrole redescende au plus vite possible sous les 100 dollars, voire plus bas. Pour l'instant, c'est pas le cas, on verra. Ensuite, l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est la peur sur les marchés. Actuellement, c'est impressionnant, il y a quand même beaucoup de peur, et ça se ressent forcément à la baisse, et je pense qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles il y a des peurs, mais bon, voilà, je tenais à vous le montrer. Tout d'abord, vous prenez le Fear and Greed Index, on voit qu'on est en Extreme Fear, donc on est en peur extrême, rien d'étonnant. Ensuite, je me suis aussi amusé à aller sur Google Trends pour chercher le mot récession, donc on s'est en très très forte explosion, rien d'étonnant, ça a aussi explosé en mars 2020, ça a aussi explosé en 2008, donc voilà, clairement, les gens sont en train de rechercher sur ce sujet, d'ailleurs, j'en suis moi-même fautif, puisque j'en fais une vidéo sur YouTube, etc. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire que les gens sont inquiets, encore une fois, ça vous montre la peur. Ensuite, je voulais vous montrer un document que je trouve assez intéressant et qui permet de relativiser par rapport aux peurs sur les marchés. Et en fait, ça vous montre toutes les peurs qu'on a eues sur le S&P 500 et les baisses qui ont eu lieu à cause de ces peurs depuis 2009. Donc là, on voit qu'on a la crise ukrainienne il n'y a pas longtemps, on a eu Omicron, ensuite on a eu les élections, ensuite on a eu le Covid, ensuite on a eu l'inversion de la courbe des taux, on a eu des histoires avec l'ancien président, on a eu un problème au niveau de la trade war, donc c'était entre les États-Unis, donc la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ensuite, on continue, on a eu le problème avec la Fed fin 2018, début 2009, pour ceux qui s'en rappellent. Ensuite, on a eu des problèmes sur l'inflation, la crise en Corée, bref, on continue, le Brexit, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de peurs. Et malgré toutes ces peurs, vous prenez sur le long terme, là on va reprendre ce graphique, vous prenez sur le long terme les investissements, on a quand même des bull market plus longues des bear market, et si vous prenez le S&P 500 sur le long terme, ça continue à monter. Donc je trouvais ce document vachement intéressant parce que malgré toutes les peurs, on voit que les peurs on les oublie vite, et si vous allez à travers ce document, il y a plein de choses que vous aurez complètement oubliées, et au final qui ont vraiment eu lieu, et ça n'a pas empêché le marché de repartir. Donc je tenais à vous montrer ça pour relativiser un petit peu.
Alors, le prochain point dont je voulais vous parler, c'est la montée des taux aussi bien au niveau de la Fed que de la Banque centrale européenne et du crash obligataire qui en suit. D'ailleurs, vous voyez, on prend les obligations, là, c'est le 20 ans aux États-Unis, et si vous regardez, on a eu une grosse baisse de plus de 30%, tout simplement parce que les taux réels sont remontés, et donc forcément, les obligations crashent. Alors, ce que je tenais à vous dire là-dessus, c'est que clairement, c'est pas rassurant sur le court et moyen terme. Sur le long terme, c'est une bonne chose, puisque je pense que des taux trop bas, ce n'est pas bon, parce qu'au final, les gens empruntent très tôt d'argent, et puis des taux trop hauts, ce n'est pas bon non plus, parce que ça ralentit l'économie. Ils sont juste en train de faire leur travail, de gérer l'économie pour ramener une inflation à 2%, du moins c'est leur objectif. Mais par contre, nous, il faut le prendre en compte. Donc déjà, pour moi, il y a une grosse inquiétude, et je le ressens vraiment au quotidien sur l'immobilier. On a clairement un problème qui est que vu que les taux remontent, eh ben, les gens ont moins de capacité d'emprunt à salaire équivalent puisque les taux remontent. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un ralentissement, voire une baisse du pouvoir d'achat et donc de l'immobilier. On va voir si ça aura lieu. On a aussi une énorme augmentation des coûts de fabrication. D'ailleurs, je regardais la dernière fois, je lisais un article sur tout ce qui est les carnets de commandes de maisons neuves. Eh ben, c'est en train de ralentir. Les plannings s'allègent. Il y a aussi clairement énormément de business qui dépendent de ça. Si vous prenez dans le BTP, il n'y a pas que les personnes sur les chantiers, les entreprises qui font du béton, qui font des fenêtres, tout le milieu de l'électricité, le milieu des matières premières. Bref, c'est une économie énorme pour les États. Et il faut bien savoir que si l'immobilier ralentit, ça peut clairement créer des pertes d'emplois, ça peut créer, ou peut-être pas des pertes d'emplois, mais des ralentissements d'horaires. Je veux dire, tout le monde n'est pas à du 40 heures ou de 35 heures par semaine. Il y a des personnes qui ont des contrats un petit peu plus courts dans les usines, de 15 heures, 20 heures. On peut très bien venir à leur réduire leurs heures. Bref, c'est pas forcément un bon signe, à mon avis, que les taux remontent. Je parle ici de court terme. Sur le long terme, évidemment, pour moi, ça repartira. Mais je tenais à vous en parler tout simplement parce que je pense qu'il peut y avoir des choses qui se passent sur l'immobilier. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir un crash? Est-ce qu'on va stagner? Qu'est-ce qui va se passer aussi des lois sur la rénovation? Il y a énormément de biens qui sont en train de subir des grosses décotes parce que en 2023, on ne pourra plus les mettre en location au niveau de ce qu'ils appellent les passoires énergétiques. Donc voilà, beaucoup de choses à surveiller et je pense qu'il pourrait y avoir une baisse sur l'immobilier. On ne sait pas, mais si on a une, ça pourrait aussi créer des opportunités sur le long terme. Par contre, sur le court terme, on pourrait avoir on pourrait avoir des souffrances sur le marché. Alors le prochain point que je voulais vous montrer aussi, c'était quelque chose que je fais pas souvent, mais je voulais quand même vous montrer, c'est les cryptos et là le Bitcoin. Donc on a eu une énorme baisse encore il y a quelques jours. Alors évidemment, comme je le dis toujours, la crypto, j'en ai personnellement, j'en parle assez peu souvent. C'est de l'argent que je considère perdu personnellement. Quand j'investis là-dedans, c'est comme une entreprise start-up assez risquée, ou d'ailleurs comme tout investissement, c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin. Je crois dans la technologie, cependant sur le court terme, je ne serais pas du tout surpris qu'on continue à baisser. On est clairement corrélé, on a l'impression, aux autres marchés, comme par exemple le Nasdaq ou le S&P 500. Donc voilà, on est en forte baisse, je tenais à vous le montrer. Et si ça venait à crasser, on pourrait avoir des problèmes de margin call, donc on pourrait avoir des personnes qui ont vendu à découvert, qui doivent liquider leur position, et ça pourrait clairement baisser énormément. Donc on n'est pas à l'abri. Moi personnellement, je continue à investir un tout petit peu tout doucement. J'ai des ordres d'achat à des niveaux très bas parce que ça peut baisser très vite et donc du coup, si mon ordre d'achat passe, eh bien tant mieux, je peux l'acheter assez bas. Voilà, évidemment prudent sur les cryptos, mais je tenais à vous le montrer. Alors maintenant, le dernier point dont je voulais vous parler. En fait, on va arriver donc là au résultat du deuxième trimestre, donc les publications de résultats par les entreprises, et clairement, je pense que ça va être désastreux. Alors, il y a plein d'exemples. Par exemple, au niveau de la publicité, on sait qu'il y a des gros ralentissements de la publicité, des coûts publicitaires sur Facebook, sur Google avec YouTube, sur Google avec Google Ads de façon générale. On a aussi, par exemple, vous prenez l'exemple de l'industrie, toutes les fermetures d'usines en Chine, avec notamment Tesla qui a eu une grosse fermeture à Shanghai. Donc voilà, il y a beaucoup de difficultés sur le court terme, et je pense que ça va se ressentir dans les résultats, et il pourrait clairement avoir des grosses opportunités. Personnellement, sur toutes les entreprises sur lesquelles j'ai entre guillemets un petit peu peur, et ben, j'y vais tout doucement, j'investis pas forcément fortement, j'en garde un petit peu de côté pour pouvoir investir plus si ça continue à baisser. Et ça, on en parlera à la fin, mais de façon générale, en ce moment, j'investis, mais pas de trop. J'investis comme à mon habitude, mais clairement pas plus que d'habitude, parce que je suis en train de me créer du cash en cas de grosse baisse. Aussi, clairement, je pense qu'une récession peut arriver. Ça va se ressentir sur l'investissement et sur l'emploi. Peut-être pas par des licenciements massifs en France. Par contre, ça pourrait clairement être le cas aux États-Unis parce que le marché du travail est beaucoup plus flexible là-bas qu'en France. Mais en France, on peut quand même avoir des ralentissements, des arrêts d'embauche. On peut avoir, pareil, les temps sur les CDD qui baissent si l'économie ralentit. Donc, clairement, on n'est pas non plus à l'abri d'un ralentissement économique. Et clairement, il va falloir s'y préparer. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus qui arrivera, je pense, dans les 2 semaines que je vous ai enregistré sur comment se préparer financièrement si on a des temps difficiles et une récession.
Après, je tiens à le préciser, c'est pas une mauvaise chose qu'une entreprise ait aussi bien des départs volontaires que des licenciements. Alors c'est terrible pour les personnes, cependant, je pense qu'il y a beaucoup dans les entreprises, surtout aux États-Unis, des personnes qui se démotivent assez rapidement, et au final, tout le monde y gagne. La personne, eh ben, elle va trouver un autre travail où elle est plus motivée, l'entreprise peut embaucher un autre employé plus motivé. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, évidemment, on va avoir des difficultés si on a des licenciements massifs aux États-Unis. Cependant, il faut bien comprendre qu'une récession, ça permet de remettre les pendules à l'heure et ça réaugmente la productivité. Et je pense que c'est un avantage concurrentiel qu'ont toujours eu les États-Unis sur beaucoup de pays et d'autres pays d'ailleurs où le marché est très flexible. Je peux penser par exemple à l'Asie où on trouve du travail très rapidement. Au final, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que les entreprises, du coup, elles renouvellent leurs employés parce qu'au travail, on est démotivé au bout de quelques années, il peut y avoir des problèmes, etc. Et ça évite d'avoir des personnes ancrées et au final, ça fait un marché du travail plus flexible et je pense que sur le long terme, c'est une bonne chose pour l'économie et pour les entreprises. Donc voilà, j'en ai fini avec tous les points que je voulais vous montrer. On va maintenant arriver au mot de la fin que je vous fais comme d'habitude. Alors au final, pour moi, eh ben, il y a de nombreuses solutions en termes de stratégie d'investissement. Alors soit on achète doucement en DCA, soit on reste en cash mais on ne vend pas, soit par exemple d'autres personnes décideront de tout vendre et puis elles vont racheter au plus bas ou elles vont essayer. Moi je respecte toutes les stratégies. Après, personnellement, comme vous le savez, je fais du DCA car historiquement, notamment sur les ETF, eh ben, il y a des bonnes raisons de penser que c'est une excellente stratégie pour battre la majorité des investisseurs. Je fais aussi de l'investissement en actions individuelles, mais sachez qu'en ce moment, je mets ce que je mets d'habitude en termes d'argent, mais je ne mets pas beaucoup plus. Par contre, je suis en train de me construire une grosse position de cash à côté. Soyez certain que je ne suis pas à zéro, parce que si la baisse continue à être fortement et qu'on arrive vraiment sur de la capitulation, où même les investisseurs individuels n'achètent plus, où on est sur des grosses ventes, des baisses de 5, 6, 7% par jour, un vrai crack, et bien dans ce cas-là, je dois être prêt à venir mettre un petit peu plus que d'habitude. Cependant, je ne peux pas ne pas acheter, puisque à tout moment ça pourrait repartir, tout simplement parce que je ne sais pas quand on trouvera le plus bas. Donc je continue à acheter en DCA tous les mois, comme je vous en parle souvent dans les vidéos. Je voulais aussi vous rappeler qu'on est humain et qu'on a de l'ego et qu'on veut toujours avoir raison. Mais au final, eh ben, il faut essayer de se moquer d'avoir raison, car nous, ce qu'on veut, c'est investir et ne pas perdre d'argent, et au contraire en gagner. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il faut choisir sa stratégie et ensuite s'y tenir. Il y a plein de bonnes stratégies, par contre, ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est de faire la girouette et de changer de direction ou de stratégie tous les 4 matins. Si on a investi sur le long terme, sur un ETF S&P 500 par exemple, ou un autre ETF, ou sur une action individuelle, il ne faut pas au bout de 6 mois la vendre avec 20% de baisse si on avait décidé de faire du long terme. Si on est dans une stratégie de trading et que vous la vendez pour couper une perte pour trouver une meilleure position, tant mieux. Mais ce n'est pas l'investissement long terme, il faut en avoir conscience. Donc voilà, il faut vraiment travailler sur son ego, essayer de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire et essayer de ne pas succomber à toutes les peurs du marché parce que toutes ces peurs, elles sont là tout simplement pour faire que les gens vendent à perte aussi et l'argent, comme le dit tout le temps Warren Buffett, passera de la poche des patients dans la poche des patients. Pardon, de la poche des impatients dans la poche des patients, je me reprends. Après, évidemment, je ne donne pas conseil et cela ne reste que mon avis. Cependant aussi, je tiens à dire que même si on investit sur le long terme, il n'est pas interdit de suivre les marchés. On peut très bien avoir une impression et un avis. Moi, personnellement, je pense que les marchés vont continuer à baisser, mais j'en sais rien, peut-être que j'ai tort. Du coup, j'investis chaque mois, comme je vous le disais. Aussi, on est humain et on veut toujours se donner des excuses pour ne pas faire ce qui est difficile. On va procrastiner, on va se dire que c'est la faute des autres, on va se dire que l'investissement ça sert à rien, autant aller acheter des passifs et profiter, on va tous mourir demain. Voilà, bon, au final, chacun prend ses décisions, mais je pense que si on veut se donner des excuses, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller investir sur le long terme, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on va pas être capable ensuite de tenir ses positions. Au final, il faut se rappeler que c'est jamais la faute des autres, on est tous responsables, et moi personnellement, je suis responsable de mes investissements, et je suis aussi responsable de mon futur, de ma famille, et de préparer l'avenir. C'est pour ça qu'en ce moment, je travaille beaucoup, j'investis un petit peu et je mets beaucoup d'argent de côté, j'essaie de gagner plus d'argent pour me préparer à des temps difficiles et aussi clairement parce que je veux être capable d'être dans une situation financière favorable pour saisir des opportunités quand elles vont se présenter à moi et je pense certainement qu'il va en avoir. Très bien, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez voir plus de contenu ou tout simplement pour aller plus loin. Vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.